Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler du philosophe Leibniz. Son nom complet c'était Gottfried Wilhelm Leibniz. Comme vous l'avez deviné, il était allemand et il a vécu au XVIIe siècle. Alors c'était un philosophe, mais pas uniquement. Il était aussi mathématicien et il a étudié dans de nombreux domaines. C'est pour ça qu'il est considéré comme étant polymathe, c'est-à-dire qu'il avait de compétences dans des domaines très variés. Donc pour situer un petit peu qui était Leibniz, on peut aussi dire que c'était quelqu'un de rationaliste. Alors rationaliste, qu'est-ce que ça signifie ? Comme Descartes avant lui, donc Descartes aussi, le philosophe Descartes était rationaliste, il pense que la raison est notre moyen d'accès aux connaissances et à la vérité. Et le rationalisme s'oppose à l'empirisme qui lui postule que seulement notre expérience nous permet d'accéder à nos connaissances. Voilà, il est aussi bon de savoir que Leibniz était croyant. Il pensait que Dieu était transcendant, c'est-à-dire au-dessus de notre monde sensible, et non pas immanent. Qui voudrait dire que Dieu serait présent dans toutes les choses qui nous entourent. Voilà, ça c'est pas ce que pense Leibniz. Selon lui, Dieu est transcendant et on ne peut pas concevoir véritablement son existence. Alors je vous ai sélectionné une citation de Leibniz que je trouvais assez représentative de ses travaux en mathématiques et en philosophie. C'est donc les mathématiciens ont autant besoin d'être philosophes que les philosophes d'être mathématiciens. Voilà, ça c'est quelque chose d'important à comprendre pour comprendre la philosophie de Leibniz. Je vais procéder en plusieurs temps pour traiter donc ce personnage, Leibniz, qui est philosophe et mathématicien. Tout d'abord, je vais parler de ses idées philosophiques, ensuite de ses idées, de ses contributions mathématiques, et finalement des liens qui s'opèrent entre ces deux domaines. Alors tout d'abord sur ses idées philosophiques, il en a deux idées principales que j'ai choisi de traiter ici. La première, c'est la notion de monade. Alors qu'est-ce qu'une monade ? C'est une notion assez complexe. Alors, et cette notion traite à l'essence des choses. Alors je vais essayer de clarifier. Avant lui, le philosophe Pascal pensait que dans les choses, il existe deux parties à une chose, l'étendue et la pensée. L'étendue serait l'essence de la chose, ce qui la constitue, ce qui est invariable chez cette chose, et ensuite la pensée, ce qui est modifié. Prenons un exemple assez simple. Vous qui regardez cette vidéo, entre vos 10 ans et maintenant, vous avez évolué, voilà, vous n'êtes plus la même personne, vous avez grandi, votre apparence physique a été modifiée, mais aussi comment vous percevez le monde, voilà, donc vous n'êtes plus la même personne. Mais cependant, il y a quelque chose qui reste la même, c'est que malgré tout, vous êtes toujours vous. Voilà, ça c'est donc quelque chose à comprendre, c'est que l'étendue d'une chose, la monade, donc la substance d'une chose, reste inchangée. Mais pour Leibniz, il est incorrect de parler de l'étendue, car pour lui, la monade est donc quelque chose qui constitue une unité, quelque chose d'indivisible, mais qui ne représente seulement un seul point, et donc il est incorrect de parler d'une étendue. Voilà, donc pour Leibniz, la monade, c'est quelque chose d'unique, d'inétendu, c'est-à-dire qui constitue un seul point de l'espace. Et donc, pour Leibniz, il existerait trois types de monades. Alors la première, c'est la monade des plantes ou bien des minéraux, voilà, des choses sans vie, qui est, selon lui, le plus bas niveau de monade. Ensuite viennent les monades des animaux, qui ont malgré tout... qui sont donc vivantes, les animaux qui sont des êtres vivants, et qui sont différentes des monades des plantes ou bien des minéraux. Et enfin, il existe les monades humaines.
Celles-ci sont donc conscientes d'elles-mêmes et c'est cela qui va les différencier des deux autres types de monades. Ce sont donc des entités qui sont ouvertes sur l'extérieur et qui ont ce que Leibniz appelle une appétition, c'est-à-dire une volonté de s'ouvrir vers l'extérieur et de rechercher certaines choses. Voilà, donc donc cette notion de monade. Une monade serait un point indivisible. Leibniz appelle ces monades atomes, mais atomes pas dans le sens que nous lui connaissons, mais dans le sens grec, l'étymologie grecque atomos, qui signifie indivisible. Et il précise bien qu'on peut considérer Dieu comme étant la monade des monades, comme étant au-dessus des monades humaines et des deux autres types de monades que nous avons évoqués. Et donc un Dieu transcendant qui serait donc la monade des monades, en quelque sorte, si on prend un parallèle avec la culture plutôt populaire, donc dans Le Seigneur des Anneaux, l'anneau de pouvoir, un anneau pour les contrôler tous. Voilà, c'est un petit peu cette idée-là, la monade donc Dieu, la monade de Dieu qui serait en quelque sorte au-dessus de toutes les autres monades. Voilà. Pour finir et donc bien représenter que la monade est donc une entité unique, indivisible, mais surtout inétendue, pour Leibniz, ce qui n'est pas véritablement un être, c'est-à-dire unique et inétendu, n'est pas non plus véritablement un être. Voilà pourquoi il justifie cette différence avec l'étendue et la pensée. Donc cette différence avec l'étendue, donc la monade serait vraiment un point unique de l'espace. Voilà. Alors donc voilà, j'ai fini sur cette notion. Maintenant, une seconde idée philosophique que porte Leibniz, c'est la théodicée. Alors la théodicée provient d'un livre qu'a écrit Leibniz et postule l'idée que nous serions dans le meilleur des mondes possibles. Alors il est important de clarifier ce qu'on entend par le meilleur des mondes. Le meilleur des mondes ne serait pas un monde où le mal n'existerait pas. En effet, Leibniz nous dit qu'il est absurde de considérer que le mal n'existe pas. On voit bien que les famines existent, que les guerres existent, et on ne peut pas considérer que le mal est absent donc de notre société, de notre monde. Cependant, pour lui, Dieu aurait créé le monde avec le moins de mal possible à l'intérieur. Voilà, et c'est cette idée qu'il faut vraiment comprendre pour traiter du meilleur des mondes, parce que c'est une notion qui a été critiquée et raillée, notamment dans Candide de Voltaire, où le professeur Pangloss et son optimisme à tout est donc en quelque sorte une caricature de cette idée du meilleur des mondes. Il est évident, mais Leibniz le sait très bien, que nous ne vivons pas dans un monde parfait, dans un monde sans mal, mais bien dans un monde où le mal est le plus petit possible. Il dit bien que Dieu aurait créé ce monde avec une quantité de mal la plus restreinte possible, et que nous ne voyons pas cela, car nous ne voyons qu'une infime partie du monde, et que si nous pouvions dézoomer en quelque sorte et voir l'univers dans sa globalité, nous nous rendrions compte qu'en effet, c'est le meilleur des mondes possibles qui a été créé par Dieu. Et cela aussi justifie donc la création du monde par Dieu qui aurait créé voilà, ce meilleur des mondes. Il existe aussi un aspect de cette notion qu'il est très important d'évoquer, c'est que le meilleur des mondes peut aussi être vu comme un monde incroyablement complexe. Donc pas seulement un monde qui serait avec le moins de mal possible, mais un monde dont les règles sont assez simples. Nous le voyons sur cette affiche que vous avez peut-être déjà vue dans les salles de physique sur la constitution de l'univers, qui est finalement régie par des lois assez simples et qui malgré tout donne un univers incroyablement complexe. Et c'est peut-être aussi cette notion qui est supportée par Leibniz, c'est-à-dire que le monde est régi par des lois très simples, mais finalement il est incroyablement complexe, et donc cette idée de complexité peut aussi être liée à la notion de meilleur des mondes. Voilà, on peut aussi parler peut faire le parallèle avec des petites simulations informatiques, notamment le jeu de la vie, que vous voyez ici, dont les règles sont très simples. Si une cellule
donc une case que nous appellerons une cellule, est blanche et qu'elle est entourée d'exactement 3 cellules noires, elle vient à la vie en quelque sorte, elle devient noire. Une cellule noire entourée de 2 cellules noires ou 3 survit, mais si elle est entourée de moins de 2 cellules noires ou bien plus de 3, dans ce cas-là, elle meurt et devient blanche. Voilà, donc ce sont des règles qui sont assez simples. Voilà, si là ça ne vous paraît pas clair, cette simulation le montre bien. On peut partir de choses assez simples, notamment 3 cellules en ligne qui vont former quelque chose, une structure oscillante, et qui va se transformer en 3 cellules verticales, puis 3 cellules horizontales, et ainsi de suite. Voilà, ça reste une structure assez simple, mais si on considère une autre structure, notamment 10 cellules en ligne, et ben cela va former des structures assez complexes pour finalement osciller avec une période définie. De plus, des structures appelées le planeur ou le canon à planeur vont former, à partir toujours de ces règles assez simples, des structures complexes qui vont se déplacer et évoluer. Alors là, ça c'est la première simulation informatique qui montre un petit peu cette idée de complexité. La seconde que j'ai choisie, c'est la fourmi de Langton. Pareil, les règles sont très simples. Simplement, on considère une fourmi qui peut avancer, tourner en changeant la couleur d'une case, c'est-à-dire noire, blanche, voilà. Donc les règles sont très simples, hein. Si la fourmi arrive sur une case noire, elle tourne à droite, change la couleur. Même chose, si elle arrive sur une case blanche, elle tourne à droite ou à gauche et on change la couleur. La case devient noire, et ainsi de suite. Et on voit donc que cela forme des motifs qui peuvent se répéter, ne pas se répéter. La fourmi va parfois détruire ce qu'elle a fait. Et donc c'est une simulation qui montre aussi qu'avec des règles assez simples, on peut former des systèmes, des structures très complexes. Voilà, alors là on a un petit peu divagué, simplement pour illustrer avec ces simulations qu'un monde avec des règles simples peut devenir très complexe. Et donc c'est aussi une idée à ne pas négliger lorsqu'on parle de la Théodicée du meilleur des mondes, un monde très complexe. Alors venons-en aux idées, aux contributions mathématiques de Leibniz. Alors Leibniz a contribué durant sa vie à développer la branche des mathématiques qui s'appelle le calcul infinitésimal. Le calcul infinitésimal est tout ce qui a trait aux petites variations, aux variations infiniment petites de quantité ou de fonctions. Voilà, donc c'est cette branche des mathématiques qui a trait aux fonctions, aux variations. Voilà, alors le calcul infinitésimal possède lui-même 2 branches, le calcul différentiel et le calcul intégral. Le calcul différentiel est tout ce qui constitue les dérivés, les taux de variation, ce que nous voyons en physique. C'est notamment lui qui a contribué à populariser la notation dérivée de la vitesse en fonction du temps, qui se note dv sur dt. Voilà, c'est une notation qui a été introduite par Leibniz et qui constitue donc des petites variations de vitesse en fonction de petites variations du temps. Voilà, et qui nous permet notamment aussi d'étudier les courbes dérivées, les taux de variation, qui sont très importantes en mathématiques et qui sont très utilisées. Le calcul intégral, quant à lui, permet de déterminer des aires, des volumes, et notamment des surfaces sous une courbe, ce que l'on voit en terminale. Voilà, il y a aussi de nombreuses applications, mais ce sont 2 branches qui sont fondamentalement reliées. Voilà, donc le calcul infinitésimal auquel a contribué Leibniz, vraiment indispensable en mathématiques, puisque les dérivés, les taux de variation, ce sont vraiment des notions au cœur de beaucoup de thèmes mathématiques, les fonctions, voilà, et c'est vraiment indispensable. Alors on peut aussi souligner que Leibniz a fabriqué une machine à calculer qui permettait de faire des multiplications, ce qui était nouveau à l'époque, puisque certaines machines permettaient de faire des additions, des soustractions, mais pas des multiplications. Voilà, et lui, il a inventé une machine qui permettait d'en résoudre. Ensuite, finalement, on peut observer sur ce petit schéma, on observe trois courbes différentes, 3 chemins différents reliant 2 points de l'espace
Alors comme si on se plaçait sur Terre, et admettons une bille qui doit aller d'un point A à un point B avec une différence d'altitude. Alors on pourrait se demander quel serait le chemin le plus court que pourrait suivre la bille en considérant donc qu'on a l'attraction de la Terre. Quel serait le chemin donc le plus court, et peut-être pas le chemin le plus court, mais quel chemin permettrait à la bille d'avoir un temps de parcours minimal. Et là on pourrait se dire que peut-être c'est la ligne droite entre ces deux points, donc que la bille en roulant sur un plan incliné arriverait le plus vite au point B. Mais Leibniz, à partir de différents calculs, a montré que cela n'était pas le cas, et que c'est la courbe brachistochrone qui permettait d'obtenir le temps de parcours le plus faible. Alors on peut observer une image donc, où on voit la ligne droite, le temps de parcours sur une ligne droite, le temps de parcours sur un arc de cercle ou bien un arc d'une parabole, ou bien encore cette courbe brachistochrone, et on voit que c'est sur cette courbe que le temps de parcours est bien le plus faible. Voilà, alors c'est tout pour les contributions mathématiques de Leibniz, le calcul infinitésimal et ses deux branches, le calcul différentiel et intégral, la découverte d'une courbe brachistochrone, et aussi la fabrication d'une machine à calculer permettant de réaliser des multiplications. Mais il est aussi fondamental de comprendre le lien entre ces idées mathématiques et ces idées philosophiques, et c'est ce que nous allons voir dans cette dernière partie. Et comment donc Leibniz associe les deux disciplines. Alors tout d'abord, Leibniz a cherché pendant toute sa vie à relier toutes les disciplines logiques. La logique était en effet un élément fondateur de son système, et il a cherché à relier toutes ces disciplines par quelque chose qu'il appelait la caractéristique universelle. Alors qu'est-ce que la caractéristique universelle, me direz-vous ? C'est une langue qui devrait relier toutes les disciplines logiques, donc les mathématiques, mais aussi bien la philosophie. Et donc il a cherché à fabriquer une machine qu'il a appelée le calculus ratiocinator, et qui permettrait de réaliser tous les calculs logiques. Selon lui, cette machine pourrait permettre de nombreuses avancées et permettre de calculer tout ce qui s'énonce clairement par la logique. Donc de deux personnes qui auraient un désaccord d'ordre logique, elles pourraient tout simplement s'asseoir à une table avec cette machine et se dire eh bien calculons pour savoir lequel de nous deux a raison. Voilà, ça c'est un objectif qu'avait Leibniz, mais qu'il n'a jamais réussi à concrétiser. En effet, créer une langue qu'il appelait la caractéristique universelle permettant de relier toutes les disciplines logiques était impossible. On peut éventuellement comparer cela à d'autres projets qui ont eu pour objectif de relier plusieurs disciplines, ou bien d'associer plusieurs disciplines, plusieurs différentes origines. C'est notamment le cas de l'espéranto. L'espéranto qui a été une langue créée de toutes pièces pour permettre à des personnes du monde entier de parler entre elles à partir d'une langue universelle. Voilà, c'est un petit peu cette idée que cherche à faire Leibniz avec sa caractéristique universelle, sauf que là, nous ne sommes plus dans la linguistique, mais bien dans l'expression des principes logiques. Justement, sur ces principes logiques, il y a trois principes que Leibniz défend. Premièrement, le principe de non-contradiction, c'est-à-dire de deux propositions. Si l'une est vraie, de deux propositions contraires, si l'une est vraie, l'autre est forcément fausse. Alors voilà, ça c'est un principe que Leibniz défendait en mathématiques comme en philosophie. Si on a deux affirmations, si l'une est vraie, l'autre est automatiquement fausse. Et ça c'est un principe logique auquel Leibniz tenait beaucoup. Cependant, dans la physique actuelle, notamment dans la physique des particules, on se rend compte que ce principe logique ne fonctionne pas forcément. Sans rentrer dans les détails, en physique quantique, il est possible de montrer qu'une particule se trouve en quelque sorte dans un état superposé. Donc à deux endroits à la fois, ce qui serait impossible si on applique le principe de non-contradiction de Leibniz, puisque avec ce principe de non-contradiction, si une particule est à un endroit, elle est forcément pas à l'autre endroit. C'est quelque chose qui se conçoit assez bien dans
dans la vie de tous les jours, dans la physique macroscopique à notre échelle, mais dans la physique quantique, c'est un principe qui est vraiment fondateur. Une particule peut être en quelque sorte à la fois, donc à deux endroits en même temps. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas envisager. Le second principe qui est très important pour Leibniz, le second principe logique, est le principe de raison suffisante. C'est-à-dire que à chaque effet, il existe une cause et rien n'arrive sans cause. Voilà, alors ça, on peut le relier à deux choses, c'est-à-dire que premièrement, cela justifie les travaux de Leibniz sur le calcul infinitésimal. En effet, les petites variations induisent, donc chaque petite variation est induite par la variation précédente, et donc c'est à une échelle vraiment microscopique. Le principe de raison suffisante, c'est que chaque effet infinitésimal est induit par une cause qui l'a précédé, par quelque chose qui l'a précédé, et possède une explication logique. Cela aussi explique l'existence de Dieu, parce que selon Leibniz, si le monde existe, il y a forcément une cause. Voilà pourquoi il justifie l'existence d'un Dieu qui aurait créé le monde. Et ici, il y a une question qui pourrait nous venir à l'esprit, mais alors dans ce cas-là, qui a créé Dieu? Puisque si Dieu a créé le monde, qui l'a créé? Voilà, c'est une question auquel on pourrait répondre aussi, ou observer le point de vue de différents philosophes ainsi que Leibniz, mais ce n'est pas le sujet, je vais vous laisser y réfléchir. Le dernier principe logique, c'est le principe d'identité des indiscernables. Alors le principe d'identité des indiscernables postule que de deux choses qui possèdent toutes leurs caractéristiques en commun, eh bien ces deux choses seraient strictement égales. C'est un principe qui est à différencier du principe d'indiscernabilité des identiques, c'est-à-dire de deux choses strictement identiques. Ces deux choses possèdent toutes leurs caractéristiques communes. Voilà, ça c'est un principe logique énoncé par Leibniz qui a fait beaucoup débat, parce que parfois il est difficile à prouver. Voilà, donc on a vu que ces trois principes logiques sont vraiment à la base du système de Leibniz, tant dans les mathématiques que dans la philosophie et dans son objectif de relier les deux disciplines. Voilà, ces trois principes logiques, et vraiment il est très important de comprendre que Leibniz cherchait à relier ces deux disciplines que sont les mathématiques et la philosophie, et notamment par son projet de la caractéristique universelle. Voilà, donc pour conclure, nous avons vu que Leibniz était un philosophe vraiment polymathe, c'est-à-dire qu'il a touché à de nombreux domaines. Ses contributions en philosophie avec le principe de monade, mais aussi la théodicée, et en mathématiques avec le calcul infinitésimal sont encore d'actualité. Le calcul infinitésimal est très très utilisé aujourd'hui. Donc voilà, ce sont des idées très développées aujourd'hui et que Leibniz a vraiment contribué à fonder. La parenté de ces idées en mathématiques peut aussi être partagée avec Newton. Voilà, et souvent cela est débattu, mais notamment sur la notation. C'est bien Leibniz qui a popularisé ces notations-là. Voilà, donc comme nous l'avons vu, Leibniz c'était un philosophe vraiment qui touchait à de nombreuses disciplines avec talent, et qui cherchait à relier toutes les disciplines logiques que sont les mathématiques, la philosophie, mais il a aussi étudié la musique, ou bien le système de calcul qui était à ce moment-là utilisé en Chine. Enfin bref, voilà, il a vraiment traité de nombreux domaines. C'était quelqu'un de très ouvert sur de nombreux domaines, qu'il a contribué à essayer de relier par la logique, ce qui s'explique puisqu'il était rationaliste. Voilà, donc Leibniz, philosophe et mathématicien.